La nuit, ça sent la cire chaude, la pierre mouillée et la laine gelée. Dans les chambres, il y a des lits étroits avec de la paille, de l'eau chaude pour se laver sur la table, et à côté, un bol avec de la cendre pour nettoyer les plumes. Derrière le mur, on entend les élèves tardifs rentrer sur les pavés. Leurs chaussures font du bruit et chaque pas résonne dans les voûtes comme un coup sourd. Sur le coffre repose un parchemin roulé, un serment privé que des adultes ont décidé de prononcer sans témoin, contre la vie de leur tuteur. Un mariage discret n'est pas un geste romantique, mais un pari contre les règles de la maison, contre le droit de disposer du destin d'une femme par le biais de sa famille et de ses revenus. Bonjour à tous les spectateurs, je suis ravi de vous retrouver. N'hésitez pas à indiquer dans les commentaires depuis quel pays et quelle ville vous regardez cette émission, afin de créer une carte interactive de notre conversation. Je vous souhaite une écoute sereine mais attentive. Nous allons maintenant voir comment un roman sur le péché se transforme en une affaire de tutelle, de vœux et de droits des femmes adultes à décider de leur vie. Le Paris du XIIIe siècle vit au rythme des cours des écoles et du chapitre. Les élèves adultes paient leur place dans les cours. Les maîtres vivent de dons et de leur réputation. Les statuts des chanoines protègent les biens et l'ordre, tandis que les tuteurs familiaux veillent à ce que chaque union profite à la maison. C'est dans ce contexte que naît une union que le mythe apprendra à appeler histoire d'amour, et le document consentement de deux adultes conclu sans autorisation familiale. Selon la logique canonique de l'époque, le consentement des parties adultes, exprimé au présent, suffit pour que l'union soit considérée comme valide. Selon la logique sociale, il fallait encore une chose, le consentement du tuteur, lié au bien, à la dot et à l'honneur de la famille. Le premier revirement préparé est le choc entre deux lois, celle de l'Église, qui reconnaît la force du consentement privé, et celle de la surveillance familiale laïque, pour laquelle, sans le consentement du tuteur, toute l'histoire ressemble à un vol de droits et de revenus. C'est sur cette rupture que commence une affaire qui ne concerne pas les sentiments, mais le pouvoir sur le corps et le nom. Les lettres, qui seront plus tard lues comme une confession, sont en fait des arguments en faveur du droit de choisir. Elles ne demandent pas pardon pour la honte, elles prouvent que le choix adulte d'une femme n'est pas une faute. Dans ces lettres, on entend l'essentiel. Le refus d'un rôle imposé est une forme de comportement légitime. Mais la ville entend autre chose. Aux yeux du tuteur, cette union secrète est une violation directe de ses droits de disposer du destin de sa pupille et de ses biens. Une pression apparaît, dissimulée, sous le mot repentance. Il faut étouffer le scandale, rétablir l'honneur de la maison, clore le sujet. Cette pression n'est pas une catégorie théologique, mais une pratique administrative. Il est proposé de séparer le privé et le public, de manière à ce que les personnages disparaissent de la place publique. L'un
partira sous voile, l'autre sous le voile. Le deuxième revirement préparé est la transformation de la repentance en un instrument qui sert les intérêts de la tutelle et de la chair, et non la conscience. Le coup porté au maître touche non seulement sa vie privée, mais aussi les finances de l'école. Dans une telle ville, la réputation est une monnaie d'échange. Les élèves adultes choisissent à qui payer leurs cours et les bienfaiteurs décident à qui leur nom mérite d'être associé. Le scandale bouleverse l'emploi du temps et avec lui les revenus. La maison, autrefois bondée d'auditeurs, se vide et ici, la réalité documentaire l'emporte sur la légende. Chaque fois qu'il y a un roman sur la place publique, les registres enregistrent des mouvements de fond. Le troisième revirement préparé est d'ordre économique. Le point sensible n'est pas la morale, mais le portefeuille. Et c'est pourquoi une rhétorique de correction des mœurs s'articule autour de l'histoire, destinée à redonner du soutien à l'école. Le mythe parle de péché et de punition. Le document montre les listes de dons, les noms des mécènes et l'effondrement des frais de scolarité. Plus loin, la pression prend la forme de vœux. Dans la branche masculine, la tonsure monastique est un moyen d'écarter une personne de la ligne de conflit. Dans la branche féminine, le couvent est un instrument de tutelle, où le statut et les biens sont transférés sous un autre régime. Il est important de le dire. Il s'agit d'adultes et d'engagements qui modifient leur situation juridique. Pour le tuteur, c'est une issue pratique. Le scandale est en quelque sorte étouffé, les biens sont sous surveillance, l'honneur de la famille est sauvé. Pour elle, c'est un nouveau choix. Accepter la tonsure comme une punition, ou comme un cadre dans lequel elle peut construire son propre ordre. C'est là que réside le thème du droit de refus. Non pas une protestation insensée, mais un mouvement intelligent dans le cadre des règles. Le refus d'une interprétation imposée du vœu, la tentative d'harmoniser les statuts non pas avec la légende, mais avec la vie réelle de la communauté féminine. Le mythe aime raconter l'histoire familiale comme si tout y était décidé par le cœur. En réalité, tout était décidé par le registre. Les monastères avaient des statuts qui déterminaient ce qui était permis à chacun. Qui était responsable de quoi? Quel livre lire? Comment gérer les biens? Comment accepter les dons? Et comment protéger la propriété contre les empiètements de la famille? Le vœu soulignait non seulement l'abstinence, mais aussi la capacité juridique. La supérieure avait un sceau, le droit de correspondre, le droit d'accepter des dons et de conclure des contrats au nom de la communauté. Ce n'est pas un détail romantique, c'est de la gestion. Dans ses lettres adressées à un théologien renommé, elle ne demande pas des paroles de réconfort, mais des statuts et des interprétations adaptées à la vie. Un emploi du temps, un calendrier de lecture, une mesure dans la nourriture et le sommeil, une structure de soins spirituels, une protection contre les ingérences extérieures. Le quatrième tournant préparé est le passage d'une histoire d'amour
à un sujet juridique. Une femme d'âge mûr insiste sur son droit de tenir une maison, de disposer de la correspondance et des statuts, d'être responsable des personnes et des biens dans le cadre d'une forme reconnue par l'Église. La chronique de ces années-là est sombre et dure. Les maisons sont froides, les gens tombent malades à cause de l'humidité, les monastères manquent de bois de chauffage, les copistes s'usent les doigts sur le parchemin, les gens meurent de fièvre, les hommes et les femmes adultes ne tombent pas à cause de questions importantes, mais à cause de l'épuisement et des blessures subies sur la route et dans les ateliers. Dans ce monde, la repentance n'est pas une lumière, mais un ordre. Le vœu n'est pas un chemin vers la légende, mais un contrat de travail et de silence. Et si dans la ville on parle de honte, dans les bureaux on parle de sceau et de droit. Les documents montrent que le droit de refus n'est pas un slogan retentissant, mais la capacité de dire non dans les limites de l'acceptable. Non au rôle de décorateur d'une intrigue étrangère. Oui au rôle d'administrateur de la communauté, de maître de la correspondance, de gardien du sceau. L'histoire se poursuivra sans interruption. On verra comment le scandale touche la chair et les finances de l'école. Comment la repentance devient une pression sociale avec un parcours prévisible. Comment le vœu et les statuts font d'une femme un sujet juridique capable d'accepter une page et pas seulement de transmettre une légende. Nous comparerons le mythe, le roman du péché, avec le document qui énumère les terres, les dons, les droits de la supérieure et les règles de lecture. Nous verrons comment les lettres que l'on aime citer étaient en fait des notes de service sur l'organisation de la vie. Nous analyserons pourquoi le mariage secret est valable pour le canon avec le consentement, mais pour le tuteur, il s'agit d'une atteinte à l'ordre établi. Et étape par étape, il apparaîtra que le droit de refus n'est pas ici un scandale, mais un métier de liberté. Ne pas détruire la maison, mais redistribuer les clés afin que la vie devienne possible dans le respect de tous les statuts. Dans les débats sur le droit à l'union secrète, tout repose sur deux clés qui ne tournent pas ensemble. Une clé est canonique. Le consentement des adultes, exprimé ici et maintenant, suffit pour que l'union soit considérée comme valide, et ni une cérémonie fastueuse, ni un festin, ni une longue liste de témoins ne sont obligatoires. L'autre clé est d'ordre domestique et patrimonial. Le tuteur est responsable de l'honneur de la famille, des contrats futurs, de la dot promise et des éventuelles réclamations des voisins. Lorsque les adultes prennent la première clé et la tournent sans la seconde, la maison du tuteur considère cela comme une effraction. Dans les ragots urbains, une telle union sonne comme une insolence envers les aînés. Et dans les registres, comme une menace pour l'ordre habituel des transmissions et des obligations. Pour elle, c'était la décision de deux adultes concernant leur propre vie. Pour lui,
une tentative de préserver sa carrière et de ne pas ruiner son enseignement. Pour le tuteur, un coup porté à son droit de disposition. Sur cette triple ligne commence un long couloir de pression, où les mots « honte » sont accrochés au mur, mais où seul le pouvoir sur le corps, le nom et les biens touchent le sol. Les lettres, qui seront ensuite qualifiées de confession, ressemblent en réalité à des notes consécutives d'une femme adulte sur le droit de choisir. Elle ne se rappelait pas la honte, elle insistait sur la logique. L'union ne doit pas briser le travail de l'autre. Forcer à renoncer à sa chair. Transformer le savoir en trophée du marché matrimonial. Sa voix s'élevait contre un schéma simpliste, où le destin des femmes est une monnaie d'échange pour les maisons des parents masculins. Elle exigeait d'être considérée comme une participante à la décision et non comme un objet de tutelle. Et lorsque la ville tentait de masquer la pression par le mot « repentance », elle répondait par l'institution, le vœu comme son ordre, les statuts comme sa propre mesure, la bibliothèque et la correspondance comme instruments de direction. Si le mythe dépeignait une scène de romance et punition, le document montrait une autre image. Des adultes discutent de ce qui est acceptable. Le tuteur exige satisfaction. L'école perd des revenus. Puis deux vœux transforment un scandale personnel en dénouement administratif. Là où le grand public préfère voir un drame moral, l'odeur des archives est sèche et indifférente. Les registres paroissiaux indiquent que l'union a été reconnue canoniquement selon la formule du consentement, mais que son caractère secret a suscité les plaintes du tuteur. Les registres municipaux font état des doutes des protecteurs du magistrat et de la baisse des frais de scolarité. Dans les foyers étudiants, on se demande si le coup porté à la réputation ne nuira pas à la qualité des cours et s'il ne vaudrait pas mieux changer d'établissement. Les louanges, le respect, les rumeurs, tout cela se transforme instantanément en économie. Là où hier se pressaient des étudiants adultes, aujourd'hui les bancs sont vides et avec eux, les portefeuilles se vident. D'autres notes suivent. Qui, quand et où a prononcé ses vœux? Qui s'est porté garant du transfert des biens lors de la tonsure? Qui est devenu l'administrateur des revenus du monastère? Quels livres ont été transférés à la bibliothèque? La clé est la même que dans le cas du mariage. La repentance ne concerne pas la lumière intérieure, mais un moyen sûr pour la ville d'éliminer le conflit de la place publique. À propos de la vengeance, dont le mythe aime à savourer les détails, on ne peut dire qu'une chose dans notre histoire. La violence existait, et elle était un signal social. Un homme adulte est écarté de la vie publique en tant que mari et père. Il est transféré au statut monastique, où la tenue vestimentaire et l'emploi du temps remplacent la vérité évidente de son rôle masculin. La ville obtient une image simple de la punition, et l'école, un remaniement des noms et des sièges. Les détails ne sont pas nécessaires. Il suffit de comprendre les conséquences. Ce coup met fin à toute discussion
sur le mariage, laissant l'union formellement valide dans le canon, mais pratiquement bloquée. Pour elle, cela signifie un passage solitaire dans la communauté, non pas comme une fuite, mais comme un nouveau type de responsabilité. Pour lui, cela signifie une cellule, de la correspondance et de la théologie, retirée de la lumière publique pour être placée dans la pénombre des scriptoria monastiques. L'eau froide, la pierre humide et l'ordre strict ne deviennent pas un symbole de rédemption, mais une forme de contrôle qui convient aux tuteurs, aux donateurs et à ceux qui préservent la tranquillité de la ville. Ce qu'on appelle le droit de refus se révèle ici comme un métier. Le refus n'est pas un cri sur la place publique, mais la capacité de travailler dans le respect des règles afin de ne pas s'effondrer. Elle ne choisit pas le rôle de pénitente qu'on a tenté de lui attribuer, mais celui d'abbesse qu'il faut mériter. Cette ligne passe par des détails très matériels. La supérieure détient les clés et le sceau. Elle correspond avec ceux qui peuvent envoyer des livres et des traités afin d'élaborer un programme de lecture. Négocier le bois pour l'hiver. Distribuer l'argent pour les bougies et l'huile. Dresser l'inventaire des dons mentionnés dans les testaments. Protéger le garde-manger des parents qui estiment que leur sang leur donne droit aux réserves d'autrui. Le règlement ne contient pas le mot roman, mais il y a des règles pour les lectures nocturnes et diurnes. L'ordre dans la salle à manger. Des mesures disciplinaires sans humiliation ni épreuves corporelles ostentatoires. La procédure d'admission et de sortie des sœurs. Le rôle de la pastorale. Des instructions sur les vêtements. La liste des livres qui peuvent être conservés dans les cellules et dans l'armoire commune. Elle ne demande pas aux théologiens de belles phrases sur l'humilité, mais des statuts clairs et des explications sur la manière d'organiser la communauté, afin qu'elle vive sans impasse, sans conseil et sans dispute sur les limites de ce qui est permis. La réalité de ces maisons est loin de la légende et plus proche de la comptabilité. Pendant les hivers rigoureux, les adultes tombent malades et meurent. Et la supérieure décide qui envoyer chez le médecin et à qui donner des vêtements chauds provenant des réserves. Les années de bonne récolte, il faut mettre du grain de côté pour ne pas avoir à l'acheter 3 fois plus cher au printemps. Pendant les mois pluvieux, le parchemin s'humidifie et les copistes font sécher les feuilles au-dessus d'un brasero, au risque de gâcher leur travail. Pendant les périodes de sécheresse, ils essaient de conserver l'encre en la mélangeant avec tout ce qu'ils trouvent. Les offices se succèdent tout au long de la journée. La lecture est rythmée, mais derrière les lignes se cachent des êtres humains, et ces êtres humains se fatiguent. Dans de telles conditions, la repentance se transforme facilement en langage de surveillant, et l'humilité en masque commode pour les décisions des autres. Elle fait tout pour que le règlement contienne plus de règles et moins d'arbitraire. Elle prescrit qui peut être écouté, à quelle fréquence les décisions doivent être revérifiées,
Comment protéger les sœurs de la tutelle envahissante de personnes extérieures? C'est cela, le droit de refus. Non à l'ingérence sous couvert de sollicitude. Oui à une procédure écrite difficile à contourner. Parallèlement, un travail discret est mené sur la mémoire. Les lettres qui ont été conservées sont interprétées de manière orthodoxe comme de grands exemples d'amour et de chagrin, mais à y regarder de plus près, elles sont remplies de questions pratiques. Comment concilier l'étude et la prière afin que personne ne s'épuise? Comment répartir la lecture afin que davantage de femmes deviennent lettrées et ne se contentent pas de répéter mécaniquement les offices? Quels livres sont autorisés dans la cellule et lesquels doivent être conservés dans l'armoire commune? Comment traiter les textes qui parlent de sentiments, mais dont le ton ne porte pas atteinte à la décence? Elle demande des instructions non pas parce qu'elle est faible, mais parce que le pouvoir le plus solide est celui du règlement. Son refus d'être le décor d'une légende étrangère s'exprime dans une minutie obsessionnelle pour les détails. Et c'est précisément cette minutie qui permet à la communauté de survivre. Le mythe est ennuyeux à lire avec ses cachets, ses clés et ses cahiers officiels. Le document n'est intéressant que pour cela. Là où le public extérieur aime parler de honte et de larmes, le règlement parle des droits de la supérieure. Mener des négociations, accepter les dons de la terre, conclure des accords de rente, embaucher des personnes pour des travaux pénibles, défendre les intérêts face à ceux qui considèrent le couvent comme un lieu faible et une proie facile. Ces lettres ne montrent pas de faiblesse, mais un sens aigu des affaires. Elles rejettent tout ce qui pourrait détruire la maison et n'acceptent que ce qui la renforce. Si nécessaire, elles contestent par écrit l'auteur même des règles lorsque l'expérience pratique de la communauté ne correspond pas à ces schémas idéaux et demandent non pas des consolations, mais une révision de la norme en question. Cette contestation est plus responsable que n'importe quelle reconnaissance rhétorique. Elle ne demande pas de la clémence, mais des outils. Pendant ce temps, la ville continue de vivre comme un organisme normal. La poussière envahit les places de marché, la fièvre envahit les maisons exiguës, des seaux d'eau sont déversés dans les fossés où s'accumulent les déchets. Les routes entre les monastères et le marché se transforment en bourbiers collants par mauvais temps. Les funérailles se déroulent sans chant, car tout le monde ne peut pas chanter en chœur et le froid rend la voix rauque. Dans ce contexte, les mots doux se transforment facilement en matraques. Les tuteurs préfèrent la repentance, car elle permet de débarrasser la place des corps, les protecteurs des écoles, car elle libère les chairs du scandale, les chroniqueurs, car c'est une morale commode. Mais dès que vous ouvrez les statuts, les lettres, les registres des dons et les litiges fonciers, vous voyez que l'histoire de la passion n'est qu'une façade. À l'intérieur se cache une longue lutte pour le droit des femmes adultes à se gouverner elles-mêmes et à gérer leur foyer, à choisir la langue de leur communauté, à garder le sceau et pas seulement le voile. Quand on dit que tout s'est terminé par l'humilité,
ce n'est qu'à moitié vrai. Oui, les personnages ont pris des vœux. Oui, la place publique ne les a plus jamais revus en couple. Mais l'humilité, dans son interprétation, s'est avérée être une discipline de gestion. Elle ne s'est pas remise sous tutelle. Elle a pris d'autres personnes sous sa tutelle. Elle est devenue l'adresse où arrivent les lettres, les livres, les dons et les demandes de règles. Ce pouvoir est plus discret que la chair d'un magistère, mais il dure plus longtemps. Dans les statuts du monastère, chaque détail, des heures de service à la durée de conservation des céréales, devient une garantie que les gens ne s'effondreront pas au premier coup de la maladie ou de la faim. C'est le droit de refuser, élevé au rang d'art. Refuser d'être la leçon de morale de quelqu'un. Accepter d'être le foyer de quelqu'un. Nous ne changerons pas de ton. Nous nous en tiendrons simplement au texte. Comment les statuts ont-ils précisément consacré la personnalité juridique de la supérieure? Quelle forme de don protégeait les biens contre les raids des proches? Comment les lettres se transformaient en statuts, pouvant être utilisées dans les maisons voisines? Comment les économies réalisées sur les bougies et le pain rendaient plus humaine la lecture et la prière? Comment une affaire privée a donné naissance à une école d'autogestion féminine, où le droit de refuser a cessé d'être un épisode pour devenir un mode de vie? Et plus on s'éloigne de la légende, plus il apparaît clairement qu'il n'y a pas de péché dans cette histoire. Il y a un travail long et difficile pour transformer le choix en pouvoir, et le pouvoir en un ordre qui sauve plus de vies que le sermon le plus inspiré. Dans les statuts, qu'il fallait non pas réciter, mais porter comme un trousseau de clés, une nouvelle géographie du pouvoir se dessine progressivement. La communauté féminine, sous la direction de la supérieure, obtient le droit de conclure des contrats fonciers et de location, de correspondre et de conserver des archives. Cela s'accompagne de l'obligation de rendre compte à l'évêque de l'ordre des offices, des lectures, des jeûnes et de la discipline, sans porter atteinte à la dignité des adultes. Apparaît alors sur le papier ce que le mythe ne remarque pas. Le droit non seulement de promettre, mais aussi de refuser. Le refus d'accepter un don qui détruirait la maison. Le refus d'écouter un tuteur illettré qui apporte à la communauté l'arbitraire d'un étranger. Le refus d'une attitude repentante exemplaire, alors qu'il faut la main ferme d'une administratrice. Ce refus n'est pas flagrant. Il est formalisé par les lignes du statut et les lettres, où les limites de l'acceptable sont fixées à maintes reprises. Ainsi, le droit de refuser cesse d'être un éclair et devient une technique de survie. Le scandale qui a frappé la chaire, la réputation de l'école et les portefeuilles des donateurs a laissé derrière lui une salle vide et de longues files de doutes. Dans ce contexte, le choix du couvent n'apparaît pas comme une fuite, mais comme une redistribution rationnelle des risques. Une maison où des femmes adultes vivent selon des règles s'avère plus sûre qu'une maison où une femme est enregistrée sous le nom et le portefeuille de quelqu'un d'autre.
Les documents montrent comment les dons généreux sont accompagnés de conditions toxiques. Quelqu'un essaie de faire don d'un terrain et impose immédiatement une surveillance extérieure. Les statuts répondent par un refus écrit. Quelqu'un demande gentiment une place pour sa parente sans passer par la file d'attente. Les statuts annulent ces conditions. Quelqu'un apporte de l'argent et demande trop souvent des services spéciaux. La directrice accepte une mesure que la maison peut supporter et l'inscrit dans le planning, afin que personne ne transforme demain cette demande en arme. Ici, pas de grands discours, seulement des calculs, des cachets et des lettres. Ce sont eux qui rendent le refus légitime. Parallèlement, l'aspect quotidien du pouvoir se renforce. Les inventaires du grain et du vin se trouvent à côté du planning des lectures, la liste des vêtements chauds à côté du calendrier des confessions, l'inventaire des bougies à côté de la liste des livres autorisés dans les cellules. Chaque section obéit à une seule logique. Il ne faut pas laisser la parole pousser le corps hors de la maison. C'est pourquoi les lectures sont réparties de manière à ce que les adultes ne s'écroulent pas de fatigue. Les veillées nocturnes sont raccourcies pendant les périodes de froid, lorsque le froid frappe la poitrine. La correspondance avec les conseillers n'est pas motivée par la fierté, mais par le souci de préciser la mesure du jeûne qui ne nuit pas à la santé. Les lettres, qui seront plus tard lues comme des récits d'expériences vécues, sont en réalité remplies de détails économiques et juridiques. Quelle huile est la meilleure pour la lampe d'hiver afin qu'elle fume moins? Comment conserver la farine pour éviter les insectes? Comment vérifier les cachets sur les lettres afin de ne pas suivre de fausses instructions? Peut-on garder dans sa cellule ce traité qui trouble les sens, mais qui est utile comme manuel de style? C'est ainsi que se développe une habitude. Tout ce qui peut se transformer en arbitraire vaut mieux le consigner sur parchemin. Entre la ville et le couvent, une diplomatie discrète est constamment à l'œuvre. La ville préfère voir dans la maison des femmes un objet de tutelle et de moralisation. Le couvent insiste sur son statut de personne morale. Pour conserver ce statut, il faut encaisser les coups, non pas avec un bâton, mais avec des mots. Lorsque la ville répète l'histoire du péché, la charte répond par des clauses sur le droit de la supérieure de mener des affaires judiciaires au nom de la communauté et de conclure des contrats de location, sur le droit de protéger les biens contre les parents et les serviteurs, sur le droit de choisir un mentor spirituel qui ne transformera pas chaque règle souple en fouet. Cet ensemble de pouvoirs n'est pas né de la bienséance, mais de l'expérience. Il suffisait de laisser entrer une seule fois la main attentionnée des proches pour que le garde-manger se vide. Il suffisait de laisser entrer un zélote sans mesure pour que les adultes tombent d'épuisement. Le document a tiré les leçons de cette expérience et les a consignées dans un règlement. Aucune tutelle extérieure sans le consentement de la maison. Aucune repentance comme mise en scène publique. Mais à la place,
une discipline où l'objectif est plus clair que la forme. Dans les lettres adressées aux théologiens, dont le nom figure désormais sur les couvertures aux côtés du sien, il y a plus de demandes méthodologiques que de confessions. Elle ne s'intéresse pas aux fioritures, mais aux constructions. Comment associer l'exigence à la miséricorde afin de ne pas transformer la maison en caserne? Comment parler du mariage comme d'une formule canonique de consentement, sans justifier la surveillance sociale et sans pour autant détruire le respect des vœux? Comment protéger les femmes de la pression de ceux qui estiment que leur honte doit servir la réputation d'autrui? Elle ne demande pas de privilèges, mais une formulation claire des normes, afin que personne ne puisse en altérer le sens en invoquant une tradition vague. Et lorsque les réponses arrivent, elles sont immédiatement traduites en règles. Combien de temps garder le silence entre les lectures? Comment attribuer les tâches dans la cuisine et à l'infirmerie? Comment modifier l'emploi du temps des services en période de maladie afin de ne pas multiplier les décès dus au rhume? Ici, le droit de refus sonne comme le droit de dire non à un interprète trop zélé des statuts, et oui à la raison, qui ne sacrifie pas le corps à l'autel de l'imagination d'autrui. De loin, on entend encore des échos de ragots sur la honte et la punition. Mais à l'intérieur, autre chose se développe. Un registre des dons et des contrats, où sa signature et son sceau apparaissent à côté des noms des donateurs et des témoins. Avec chaque don débarrassé de ses clauses cachées, avec chaque lettre dans laquelle est inscrit le refus de l'arbitraire, avec chaque échange de lettres avec ceux qui l'aident par leurs livres et leurs conseils, son pouvoir se renforce, un pouvoir difficile à briser par le fouet ou par les murmures. Ce pouvoir est étranger aux gestes spectaculaires. Dans la maison, on ne fait pas de démonstration de repentance, on n'exhibe ni la maladie ni la mort. Mais le livre des dépenses montre que l'hiver a été survécu sans distribuer la dernière farine. Le personnel indique que l'infirmerie dispose d'eau chaude et de vêtements propres. Le planning indique que les veillées nocturnes sont réduites en cas de gel. Ce n'est pas une légende, c'est des soins prodigués comme une forme de politique. La comparaison entre le mythe et les documents écrits devient alors évidente. Le mythe conserve la scène de l'alliance secrète, de l'effondrement, de la punition, de l'humiliation. Les documents écrits conservent les preuves de sa capacité juridique, les actes dans lesquels elle accepte des terres, négocie la rente, nomme les responsables, des lettres où elle discute avec l'idéaliste au nom de la pratique, des statuts où est inscrit le refus des charges destructrices. Le mythe veut nous faire croire que sa voix est celle d'une repentante. Le document montre obstinément la voix d'une dirigeante. Parfois douce, parfois dure, toujours attentive aux conséquences.
son droit de refus n'est pas un geste contre la loi, mais le droit de choisir une version de la loi qui sauve des vies. C'est ainsi que la géométrie de l'histoire change. Le roman sur le péché se dissout dans le schéma de gestion, et la honte se transforme en une dépense comptable pour les bougies, une valeur qui peut être réduite grâce à un calendrier approprié. Entre les lignes de cette chronique subsiste la douleur d'un siècle réel. Des adultes meurent de maladies, d'engelures et d'épuisement, et aucun règlement ne peut annuler leur mortalité. Mais le règlement peut empêcher les morts inutiles, si l'on ne laisse pas un surveillant zélé transformer la discipline en torture. Et c'est aussi un droit de refus, dire non à ce qui se prétend sainteté, mais qui conduit à des lits vides. À ce stade, l'histoire soulève la question principale. Qui a le droit d'interpréter la norme de manière à ce qu'elle ne tue pas? La réponse est déjà donnée par les signatures et les cachets. Ce sera celui qui est responsable du pain, de la chaleur, des livres et des gens qui l'interprétera, et non celui qui s'enorgueillit d'une formule retentissante. Ainsi, la femme reçoit non seulement le voile, mais aussi les clés, et celle-ci ne teinte pas comme un trophée, mais comme un instrument. Ensuite, en restant dans le même rythme, on peut suivre une autre couche. Les liens entre le couvent et les autres maisons. Les lettres circulent non seulement verticalement, mais aussi horizontalement, d'une communauté à l'autre, d'une abbesse à l'autre. Certaines partagent l'ordre des lectures, d'autres les fournisseurs de bois et d'huile qui ont fait leurs preuves. Certaines envoient des statuts éprouvés, dans lesquels figure déjà une clause sur le droit de la maison de refuser les dons assortis de conditions abusives. D'autres demandent une copie du calendrier où est prescrite la mesure du jeûne sans nuire à la santé des adultes. Cet échange transforme sa maison en un nœud du réseau et son nom en une adresse où l'on s'adresse pour obtenir la norme. C'est ainsi que se forme une école, non pas de roman, mais de gestion. Dans cette école, le refus est une matière obligatoire. Ne pas être un élément dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Ne pas être une simple décoration du repentir de quelqu'un d'autre. Ne pas être un prétexte au triomphe professionnel de quelqu'un d'autre. C'est ici que l'histoire arrive à la limite du dernier tournant, non pas vers un précipice, mais vers un pont, derrière lequel le droit de refus devient le droit d'affirmer ses propres règles. Non pas la négation pour la négation, mais l'affirmation pour la vie. Déterminer qui la maison accueille et à quelles conditions. Comment la maison distribue les voix et les responsabilités. Où se situe la frontière entre l'attention et la tutelle. Comment protéger la bibliothèque de l'attention, de ceux qui veulent emporter des livres au nom de la réputation d'autrui. Ici, le silence n'est pas de la lâcheté, mais de la discipline. Ne pas répéter les mythes tant que les documents n'ont pas été vérifiés. Ne pas attiser les conflits tant que les réserves ne sont pas fermées à clé
pour éviter les abus. Ne pas afficher l'humilité tant que l'infirmerie, la cuisine, le scriptorium et le cœur de la maison, l'ordre qui rend les gens vivants, ne sont pas protégés. C'est là que l'histoire de la Passion se transforme définitivement en document de gestion et que le refus cesse d'être un caprice pour devenir un droit reconnu et légalisé. C'est précisément de ce réseau horizontal que naît l'effet le plus discret, mais le plus décisif. La maison s'affirme non pas comme un lieu d'humilité, mais comme un sujet de correspondance et de droit. Les lettres ne sont pas seulement envoyées pour demander conseil, mais aussi pour notifier la conclusion de contrats, l'acceptation de dons, les limites litigieuses des parcelles et la tutelle des femmes adultes venues dans la communauté sans le soutien de leur famille. Là où auparavant les tuteurs parlaient au nom des femmes, on trouve désormais la signature de la supérieure et l'empreinte de son sceau sur la cire. Cette empreinte modifie la trajectoire des intentions étrangères. Les parents cessent de compter sur un accès facile aux réserves sous le prétexte de la surveillance familiale. Les fournisseurs s'habituent à ce que le retard dans la livraison d'huile et de bois se traduise non pas par une supplication, mais par une réclamation écrite. La maison épiscopale respecte l'ordre, car elle ne voit pas une foule sans voix, mais une institution gérée avec des statuts, des livres et des archives. Dans la mémoire collective, cela semble ennuyeux, mais c'est précisément l'ennui qui est une forme de sécurité. Plus il y a de papier, moins il y a de place pour l'arbitraire étranger, qui se cache derrière les mots de décence et de honte. L'étape suivante consiste à consolider le lien entre la maison et le nom que le mythe associe toujours à son nom. Le scandale extérieur s'est depuis longtemps dissous dans la routine monastique, mais les conséquences juridiques perdurent encore pendant des années. Il faut préciser qui est responsable de la bibliothèque et des lettres laissées par le maître, qui a le droit de conserver ses notes et qui peut en disposer pour les copier, comment formaliser le transfert d'une partie des manuscrits afin qu'ils ne tombent pas entre les mains de chasseurs de gloire et ne se dissolvent pas dans des collections privées. Elle n'agit pas en tant que gardienne de la mémoire, mais en tant que gestionnaire. Elle demande la confirmation des droits, fixe les conditions de conservation, exige que les livres ne servent pas la vanité d'autrui, mais le programme d'enseignement. Là où le mythe dépeint le chagrin, le document montre un inventaire, et cet inventaire protège non pas le passé, mais l'avenir de l'éducation des femmes adultes. Ainsi, le droit de refus devient le droit de dire non à toute utilisation du nom qui transforme la maison en décor d'une légende étrangère. Dans ce contexte, ce qui est généralement omis dans les récits sur les sentiments sacrés prend tout son sens. Le calendrier organisationnel de l'année. Le calendrier des lectures est combiné avec le travail de l'infirmerie et de la cuisine, afin qu'il n'y ait pas d'heures creuses pendant lesquelles les gens ont froid et tombent malades. Les services de nuit sont raccourcis pendant les périodes de froid afin que les adultes ne s'évanouissent pas d'épuisement.
La correspondance est divisée en segments avec des pauses obligatoires afin d'éviter l'apparition d'ulcères aux doigts causés par les couteaux et les plumes. Les jeûnes sont coordonnés avec les livraisons réelles afin que le zèle ne serve pas de prétexte pour économiser sur le pain. Au niveau des mots, cela s'appelle la prudence. Au niveau des corps, cela s'appelle la réduction de la mortalité. Dans ses lettres aux maisons alliées, elle décrit ces mesures sans romantisme, comme un mécanicien décrit l'entretien d'une machine. Nettoyer, lubrifier, changer à temps. Le règlement, appliqué de cette manière, cesse d'être un gourdin et devient un outil. Mais quiconque tente d'en faire un gourdin se heurte à des lignes où il est écrit à l'avance ce qu'il est possible d'exiger et ce qui se passera si l'exigence détruit une vie. Le système cesse de dépendre des mœurs du zélateur et commence à dépendre des procédures auxquelles il est tenu de se soumettre. Mais même les règles les plus strictes ne peuvent pas empêcher le monde extérieur d'intervenir. Les années turbulentes apportent de nouvelles menaces. Les vols se multiplient sur les routes. Les autorités municipales se disputent au sujet des droits de douane. Les gens changent à l'évêché avec plus ou moins de zèle. Et les foires regorgent de scribes prêts à vendre les lettres d'autrui. Chaque changement de ce type met la maison à l'épreuve. En réponse, des mesures supplémentaires sont prises. Dans les contrats avec les transporteurs, une clause est ajoutée concernant la protection armée des manuscrits pendant le transport. Dans les actes de réception des dons, le mot « inaliénable » est ajouté pour garantir la bibliothèque et le cellier. Dans la correspondance avec l'évêque, on rappelle gentiment, mais avec insistance, les accords antérieurs, afin que les nouveaux serviteurs ne réécrivent pas les règles à leur convenance. Au tribunal municipal, on établit une caution en cas de litige concernant les limites du jardin ou les réserves de bois. Tout cela n'est pas héroïque, mais technique. Cependant, cette technique montre comment le droit de refus fonctionne à l'extérieur. Refus d'obéir à un nouveau clerc s'il exige de violer les normes précédemment approuvées. Refus de voyage dangereux sans escorte. Refus d'un accord verbal sans lettre et sans cachet. Le système passe son examen le plus douloureux au moment où celui dont le nom était synonyme de défi s'en va. La mort d'un homme adulte n'efface pas ses traces. Il reste des manuscrits, des dettes, des promesses, des détracteurs, des admirateurs qui souhaitent disposer de ses restes et de sa mémoire. Dans la légende, cet endroit est toujours décrit avec des sentiments. Dans le document, il est décrit avec des itinéraires, des autorisations, des signatures, la sécurité routière et un contrat pour le lieu d'inhumation. Elle doit négocier pour que le corps soit enterré là où la maison peut assurer l'ordre et la mémoire.
Elle doit répondre aux lettres de ceux qui veulent transformer les funérailles en sermon ou en procès. Elle doit réfléchir à la manière d'empêcher le marché de la gloire de détruire sa maison. Elle agit comme elle l'a fait toute sa vie. Elle dresse la liste des demandes, sépare les autorisations nécessaires des opinions interminables, demande un accompagnement pour le voyage, paye le travail des gens et exige le silence là où le silence n'est pas une pause, mais une forme de respect. C'est ennuyeux, comme avant, mais en vérité, c'est le seul moyen d'empêcher la légende de dévorer la maison. Puis viennent les années où rien d'intéressant ne se passe, et ce sont elles qui constituent le résultat final. Les statuts sont feuilletés sans hâte. Les livres de comptes sont tenus d'une écriture régulière. Les volumes s'ajoutent tranquillement à la bibliothèque. L'eau est changée à l'infirmerie. Les herbes sèchent dans le jardin. Les pièges à souris sont vérifiés dans le cellier. La lumière des lampes brille régulièrement dans les cellules. Un trousseau de clés est accroché au mur. Derrière cette apparence lisse se cache une défense incessante contre ceux qui aiment ressasser les vieilles histoires. Des parents pointilleux tentent sans cesse de s'introduire par des chemins détournés pour atteindre le cellier. Des moralistes zélés tentent tous les quelques années de durcir la discipline jusqu'à provoquer des évanouissements et des pneumonies. Les libraires se souviennent de temps en temps des lettres et cherchent une faille dans les archives. La maison a une réponse à chaque attaque de ce type. Pas une réponse bruyante, mais écrite. Pas une réponse bienveillante, mais juridique. Le refus comme forme de sollicitude. Le refus comme forme de responsabilité. L'art du refus n'est pas une forme de destruction, mais de renforcement. Si l'on compare les deux versions de cette histoire, la différence est évidente. Dans l'une, il s'agit d'un roman sur le péché, la punition et l'humilité, où la femme est le prétexte d'un drame étranger. Dans l'autre, il s'agit d'une longue chronique du passage à l'âge adulte de l'institution, où la femme est une administratrice ayant le droit de vote, de signature et de refus. Dans la première version, tous les événements tendent vers la scène et la morale. Dans la seconde, vers les lignes et les signatures qui sauvent des vies. Le mythe exige des larmes et une catharsis. Le document exige du pain, du bois, des statues et une bibliothèque. Le mythe interroge les sentiments. Le document interroge la responsabilité. Et là où le mythe prononce le mot honte, le document dit tutelle et propriété. Là où le mythe parle de repentance, le document montre la procédure. Là où le mythe admire l'humilité, le document fixe la personnalité juridique. La fin, dans cette optique, ne semble jamais retentissante. Ce n'est pas une victoire sur un siècle, mais une victoire sur une journée. Chaque jour, elle ferme la porte à clé
et ce n'est pas une métaphore. Chaque jour, elle vérifie la liste des livres et la liste des tâches. Chaque jour, elle clarifie les règles, car le flou est un passage pour le pouvoir étranger. Elle n'a pas supprimé la douleur du siècle. Le froid, les maladies, les morts soudaines des adultes n'ont pas disparu. Mais elle a supprimé la douleur superflue, celle qui vient avec l'ardeur, la vanité et la tutelle. C'est là que réside l'issue humaine. Non pas que le monde ait reconnu la justesse de son amour, mais qu'il ait reconnu la justesse de sa signature. Une maison où la loi ne s'exprime pas par la voie du bâton, mais par celle de la raison, où le sceau protège de la sollicitude et où le refus des rôles imposés est devenu la norme. Une telle maison survit aux légendes. Et quand, dans de nombreuses années, une main étrangère ouvrira les archives et soufflera sur la poussière, elle ne verra pas une belle tragédie, mais un réseau de décisions, chacune d'entre elles ayant choisi la vie. Ah, c'est là le sens le plus sobre de la confession de l'histoire. Le mythe crée une façade, le document soutient les murs, et le droit de refus est une porte que l'on ferme de l'intérieur pour préserver ceux qui se trouvent à l'intérieur, adultes et vivants. La maison, autrefois considérée comme un refuge contre le bruit, se transforme progressivement en un carrefour où se croisent les lignes juridiques, économiques et scientifiques. C'est là que viennent les femmes adultes sans le soutien de leur famille. C'est là que viennent les lettres avec des questions sur la répartition des lectures et la mesure de la discipline. C'est là que vont les charretiers avec leurs huiles, leurs grains et leurs bougies. C'est là aussi, dans le silence de la salle des archives, que sont conservés les actes de donation et les enregistrements des accords judiciaires. Ces documents sont revêtus d'un cachet, et ce cachet parle plus fort que les légendes. La communauté agit en tant que personne morale, capable d'accepter, de refuser, de poursuivre en justice, d'embaucher et de confier des missions. Ici, la différence entre le mythe et le document est particulièrement claire. Le mythe aime le vide et les sentiments. Le document aime les lignes et la responsabilité. Plus il y a de lignes, moins il y a de place pour l'arbitraire, qui se cache derrière des mots tels que l'honneur de la famille et la repentance utile. L'ordre interne de la maison, souvent présenté comme une prière silencieuse, ressemble en réalité à un atelier bien organisé. Des heures sont fixées pour la lecture, mais pas jusqu'à l'évanouissement. Des normes sont fixées pour le travail, mais pas jusqu'à la maladie. Le jeûne est mesuré en fonction du temps, de l'âge et de l'état de santé des adultes. Le sommeil est silencieux, sans l'intrusion d'un surveillant zélé avec ses règles maison. Le règlement contient des éléments qui échappent généralement au regard extérieur. Une clause sur le temps de travail autorisé dans la cuisine. Un point sur l'inviolabilité des lieux et des effets personnels. Une liste des livres autorisés dans la cellule et une liste de ceux qui sont conservés dans une armoire commune et distribués à tour de rôle.
L'essentiel dans ces lignes, ce sont les interdictions prescrites à l'avance. Refus des veillées trop longues en hiver, refus des exploits ménagers qui cassent le dos, refus des exemples d'humilité imposés qui mutilent ceux qui portent la maison sur leurs épaules. Le droit de refus n'est pas ici un slogan, mais un détail technique qui empêche la structure de s'effondrer. La vie extérieure ne s'arrête pas et continue de mettre la maison à l'épreuve. Dans la maison épiscopale, les serviteurs changent, et avec eux, le ton des lettres. L'un préfère les rappels doux, l'autre admire la forme de la verge. Le troisième se réfère à une tradition vague, sous laquelle il est facile d'adapter n'importe quelle exigence. La réponse de la communauté est toujours la même. Salutations, référence aux normes précédemment approuvées, refus poli mais ferme de tout ce qui n'est pas conforme au statut. Proposition de discuter de la mesure de la vie réelle de la communauté, et non de l'imagination d'un zélote. Un litige surgit devant le tribunal municipal au sujet d'une bande de terre autour du jardin. La maison voisine estime que la limite a bougé au fil des ans. Une liste d'anciens actes, un reçu de transfert des piquets de délimitation, des témoignages de personnes qui se souviennent encore de l'ancien emplacement du portail sont déposés sur la table. Encore une fois, l'ennui, encore une fois, les lignes, encore une fois, le cachet. Et encore une fois, c'est plus fort que n'importe quel cri, car le cri disparaît, tandis que le papier reste dans le placard. L'aspect financier de cette histoire n'est pas moins délicat. Sur le papier, on voit des sources modestes mais importantes, les loyers des terrains voisins, les dons saisonniers pour les bougies, les rares dons importants auxquels s'ajoutent inévitablement des conditions dangereuses. Toute générosité est vérifiée pour détecter les pièges cachés. Si le donateur souhaite une place dans la maison sans faire la queue pour sa parente, les statuts répondent par un paragraphe sur l'ordre d'admission. Si l'on propose un terrain avec droit de visite et de surveillance de la part de la famille, la communauté refuse poliment, car une telle condition transforme le don en un motif de pression quotidienne. Si l'on veut acheter la mémoire par des services trop fréquents, le règlement établit une mesure qui empêche la maison de s'effondrer. Le droit de refuser ici, c'est le droit de dire non même à une promesse généreuse si elle perturbe l'ordre établi. Cet ordre détermine non seulement la lecture, mais aussi le pain sur la table, la chaleur en hiver, et le fait que personne ne meure à cause de la générosité de quelqu'un. La ligne savante, que l'on réduit généralement à de belles lettres, apparaît dans les sources comme un réseau de demandes de travail. Certaines maisons envoient des calendriers de lecture, d'autres des listes vérifiées de livres autorisés, d'autres encore des notes méthodologiques sur la manière de diviser la bibliothèque en pour la cellule et pour la salle commune, afin de ne perturber ni la discipline
ni l'initiative. Dans ces échanges, il n'y a ni haute reconnaissance, ni humiliation, mais une coopération entre adultes qui ont pris leurs responsabilités. Ce n'est pas le sentiment ou la scène qui est au centre, mais le programme. Le programme est une protection contre les hasards et les élans de zèle de certains. Si un nouveau traité arrive, qui bouleverse le style mais peut détruire la mesure, il va dans l'armoire commune et non dans les cellules. Si un nouveau conseiller est passionné par la pédagogie de la peur, ces mesures sont comparées aux forces réelles de la maison et le superflu est éliminé par écrit. À chaque « c'est ce que dit la conscience » s'oppose « c'est ce que dit le règlement » et cette voie est plus douce mais plus stable. Les maisons masculines voisines sont également incluses dans l'échange. Pour un observateur extérieur, cela ressemble à une correspondance sur les choses importantes, mais en réalité, il s'agit d'un audit permanent. Les questions portent sur la manière de conserver les rouleaux, afin qu'ils ne s'humidifient pas, de tenir un catalogue afin qu'aucun livre ne disparaisse, de vérifier les cachets sur le courrier entrant afin de ne pas courir après les ordres d'autrui, d'enregistrer le transfert des manuscrits après la mort d'un auteur célèbre afin qu'ils ne se dissolvent pas dans les poches des amateurs de gloire. Il n'y a pas ici de conseil de repentir, mais des accords entre institutions. La maison est féminine, mais la voix est juridique. Cela peut sembler inhabituel pour la mémoire urbaine, mais c'est ainsi que l'ordre change. Là où les femmes étaient habituellement considérées comme des objets de conseil, elles apparaissent désormais comme une adresse, un cachet, une signature. Le langage sec des refus s'avère ici le plus utile. Refus des audiences privées sans raison car elles deviennent un moyen de pression. Refus des ordres verbaux car la mémoire est un coffre-fort fragile. Refuser les repentirs exemplaires car le spectacle tue la dignité et la discipline sans apporter aucun bénéfice. Refuser la jalousie excessive qui se cache derrière de belles paroles. Refuser les fournisseurs qui, à chaque fois, ne respectent pas les délais et proposent ensuite de se racheter avec une remise si la maison ne porte pas plainte devant les tribunaux. Chaque refus est formalisé par une disposition ou une lettre afin d'éviter de devoir à nouveau se disputer pour rien le lendemain. Les refus ne rendent pas la maison dure, mais prévisible. Et dans ce rythme prévisible, la peur sur laquelle aime se nourrir la tutelle disparaît. Les archives conservent également des traces plus lourdes du temps qui passe. Les maladies arrivent par vagues. Parfois, plusieurs adultes meurent en même temps. Et alors, le rythme des services et des lectures change afin de ne pas épuiser les survivants. En hiver, on économise non pas les prières, mais le froid. On réduit les veillées nocturnes, on garde de l'eau chaude dans la cuisine, on vérifie à l'infirmerie que les lits sont recouverts de paille sèche. En été, quand il fait chaud, on ne surveille pas le déclin de l'ardeur, mais l'ombre qui travaille et où, afin que l'insolation
ne deviennent pas le prix à payer pour le zèle. En automne, ils font sécher les herbes et examinent les livres. L'humidité fait travailler la main rapidement, l'encre moisit, le parchemin se déforme, et c'est aussi une tâche administrative. Le règlement ne devient pas une chaîne, mais une courroie d'entraînement. Il transmet la force, mais ne casse pas les cieux. En parallèle, les mythes continuent de vivre dans la ville. Ils rappellent aux gens qu'il y avait autrefois l'amour, le châtiment et l'humilité, et c'est un ensemble commode pour ceux qui aiment moraliser. Mais dans chaque registre des dons, dans chaque inventaire des stocks, dans chaque lettre de refus de lecture, en raison d'une température trop basse et de services trop longs, se cache un autre ensemble. La tutelle, la propriété, la capacité juridique. La maison accueille des adultes et est responsable d'eux. La maison dit non et explique pourquoi. La maison vit longtemps, non pas parce qu'elle a renoncé à la douleur, mais parce qu'elle a renoncé à la douleur inutile. Dans cette transparence, le terrain propice au spectacle éducatif disparaît. Moins il y a de spectacle, plus il y a de vie. Lorsque le bruit extérieur finit par s'immiscer, une nouvelle tentative de remettre la maison à sa place, un nouveau fonctionnaire qui aime l'ordre pour l'ordre, un nouveau parent qui estime que la communauté a le devoir de redorer la réputation de quelqu'un, la communauté a toujours la même réponse. Montrer le parchemin. Montrer les signatures et les témoins. Montrer où la charte dit oui, où elle dit non et où elle dit oui à certaines conditions. Montrer que le vœu n'est pas un piège pour le corps, mais un régime de responsabilité. Montrer que le refus n'est pas de l'insolence, mais une partie du contrat reconnu par l'évêque et la ville. Montrer que ce sont des adultes qui vivent ici, et non du matériel pour servir d'exemple à d'autres. Ce n'est pas une victoire sur la place publique, ni un triomphe retentissant. C'est un travail constant pour maintenir la frontière qui brise l'habitude des autres de disposer à leur guise. C'est ainsi que se dessine le résultat, difficile à vendre comme une légende et facile à lire comme un rapport. L'union privée de deux adultes, conclue sans la bénédiction du tuteur, a été le prétexte d'une série de coups portés à la maison, à la chair, à la réputation, au portefeuille. Une morale retentissante a tenté de transformer cette histoire en exemple. Mais au sein de cette tentative, une institution a vu le jour, qui a appris à vivre selon des normes et non selon les humeurs des autres. La femme a pris en charge le cachet, la correspondance et les clés, et cela a tout changé. Son droit de refus est devenu une forme de pouvoir que même ceux qui préfèrent raconter la vieille histoire respectent. Ce pouvoir ne s'accompagne ni de cris ni de scènes. En revanche, il y a du bois pour l'hiver, des livres sur les étagères, de l'eau à l'infirmerie, de la lumière dans les cellules, un emploi du temps qui préserve et des archives qui ne mentent pas.
Et quand, dans de nombreuses années, quelqu'un tentera à nouveau de reconstituer cette histoire à partir des briques commodes que sont la honte et la rédemption, il devra traverser la salle des parchemins. Il y règne le silence. Il y a une odeur de poussière et de faire des sauts. On y trouve des réponses qui ne s'affaiblissent pas à force d'être répétées. On y voit que le droit de refuser n'est pas un acte de désespoir, mais une routine, et que c'est précisément cette routine qui a sauvé plus de gens que n'importe quelle magnifique confession. On y comprend clairement pourquoi le mythe cède le pas au papier. Parce que le papier sait garder la maison, et que la maison sait garder la vie. Et parce que le mot « non », prononcé calmement et consigné comme il se doit, ne coûte pas le sang d'autrui, mais seulement son propre travail. C'est là la victoire adulte qui subsiste lorsque toutes les légendes se sont éteintes. Le droit des femmes à déterminer leur vie, non pas comme une exception, mais comme un ordre naturel, certifié par un sceau et confirmé par les années.